c'est loin d'être reposant et on peut aussi culpabiliser. Alors moi, je voudrais déjà vous partager quelque chose une remarque qu'une des mamans m'avait faite à la rentrée. J'ai longtemps enseigné en maternelle. Je lui ai demandé alors comment se sont passées les vacances. Et elle m'a dit, vous savez Anne-Margrethe, les vacances pour moi, elles commencent aujourd'hui. Et elle m'expliquait que ça avait été un peu compliqué pendant les vacances et ce n'était pas la seule. Donc déjà, si cela vous concerne, si c'est pas toujours évident, surtout pas de culpabilité et dites-vous bien que vous n'êtes pas tout seul, que de nombreux parents sont dans ce cas-là. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui d'où peuvent venir ces crises. On va voir ensemble des raisons auxquelles on ne pense pas forcément et qui peuvent tout changer quand on met le doigt dessus. Et on va voir un petit peu comment agir pour justement rétablir un petit peu plus de sérénité pour passer le reste de ces vacances. Donc, on va découvrir ensemble donc 7 raisons qui peuvent expliquer ces crises, ces nombreuses frustrations, surtout plus les vacances passent en fait. Et puis, on va voir 6 astuces pour savoir comment anticiper ces crises. Donc, ça va être des astuces à utiliser en amont en fait, avant les crises de frustration. Et puis ensuite, on va faire un petit point aussi sur que faire quand la crise a lieu, quand il y a de la frustration, comment répondre à ça. Et puis, sur la fin, on aura donc une session de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à ce moment-là. Je vous y répondrai. Si vous avez des remarques tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à les indiquer également. Elles serviront à d'autres personnes. Alors, notre objectif aujourd'hui, ça va être donc de développer des clés pour passer des vacances plus sereines avec votre enfant et l'aider à mieux gérer ses frustrations. Alors, je vais faire un petit point sur moi. Tout d'abord, je suis heureuse de vous rencontrer, de vous accueillir ici dans ce webinaire. Alors, je m'appelle Anne-Margrethe Appiuk. Je suis professeure des écoles depuis maintenant plus de 14 ans et également coach familial. J'ai commencé ma carrière en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, et je l'ai poursuivie en Australie, à Sydney, durant 11 années. Je suis rentrée en France l'année dernière. Et donc, au cours de cette aventure en Australie, j'ai bien sûr pu rencontrer des collègues australiennes avec qui travailler de très très près, visiter des écoles australiennes. Moi, je travaillais dans une école française et donc j'ai pu aussi comparer ces systèmes pédagogiques et m'inspirer un petit peu de ces systèmes qui sont très différents dans les différentes parties du monde. Je me suis très rapidement passionnée par la pédagogie Montessori et par les neurosciences et tout ce qu'elle pouvait apporter dans le développement de l'enfant. Et j'ai vraiment voulu dans ma carrière chercher un petit peu tout ce qui pouvait participer au bon développement en fait du bien-être chez les enfants et chez les familles. À partir de tout ça, en fait, à partir de cette expérience, j'ai créé Aide-moi à grandir. Certains d'entre vous connaissent peut-être, mais il s'agit d'une plateforme, d'un site internet et également d'une chaîne YouTube pour les parents et récemment une chaîne YouTube pour les enfants autour de l'éducation positive. Donc, sur cette plateforme, je partage mes conseils, je partage tous les outils que j'ai pu développer dans ma carrière et qui ont fonctionné avec les enfants et avec les familles que j'ai côtoyées de très près. Voilà, alors rentrons dans le vif du sujet. Donc, les vacances. On a cet idéal de temps de qualité, on va se reposer, on va se détendre, on va prendre du plaisir et puis c'est souvent, comme je le disais au début, des crises de frustration avec un enfant qui va pleurer parce qu'il a une seule boule de glace au lieu de 2, parce qu'il ne veut pas sortir de la piscine, parce que c'est hors de question de quitter le trampoline, parce que non, ce n'est pas l'heure de s'habiller ou de ranger et tout ça crée de la tension, des moments de stress. C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, évidemment, sont applicables pendant les vacances, mais également hors vacances. Cela dit, on va vraiment se focaliser sur des moments spécifiques, des raisons spécifiques propres aux vacances. Alors, dans les 7 raisons
qui peuvent expliquer ces crises. On ne pense pas forcément à toutes celles-ci, mais la première va venir en fait d'une très forte stimulation qu'on va créer avec les enfants. Donc les vacances, en fait, c'est le moment pour se découvrir des nouvelles activités, pour se faire plaisir, pour aller au camping, pour rencontrer des nouveaux copains, pour tester des nouvelles activités. On va aller se balader en montagne, on va aller faire une balade à cheval, peut-être tester l'escalade. On va faire des jeux, on va aller à la piscine, on va faire des bombes. Voilà, tout est sujet à des découvertes, à des nouvelles expériences. Et ces nouvelles expériences sont extrêmement précieuses parce qu'elles permettent évidemment à votre enfant de grandir, de découvrir des nouvelles choses, de développer sa confiance en soi, sa sociabilité, beaucoup de choses qui lui sont très précieuses, qui sont très utiles. Cela dit, le cerveau de votre enfant est en cours de développement. Ça veut dire qu'il peut emmagasiner un certain nombre d'informations. Et lorsqu'il y a beaucoup de nouveautés, lorsqu'il y a beaucoup de changements et de nouvelles expériences, alors on peut créer, sans le vouloir, de l'hyperstimulation ou de la surstimulation. Vous pourrez trouver deux termes différents. Ah, je vois qu'on a une Bretonne qui est venue nous rejoindre. Bonjour Rosanne. Donc cette surstimulation va être compliquée à gérer pour votre enfant, tout simplement parce que il n'a pas la capacité. Il y a beaucoup trop d'informations. Donc tout ceci va créer du stress chez lui, va créer des difficultés à gérer ses émotions, va créer des difficultés à recevoir des consignes et à mieux gérer sa frustration. Ça devient de plus en plus compliqué, ça fait un petit peu marmite à l'intérieur de lui. La deuxième raison, donc on verra plus tard comment faire, que faire par rapport à tout ça. Je vais d'abord lister, comme je le disais au début, les raisons. La deuxième raison, c'est que pendant les vacances, les tentations sont aussi plus nombreuses. Si on part quelque part en vacances, qu'on aille au camping, qu'on aille à la mer, qu'on aille en montagne, qu'on aille dans une nouvelle région de France, évidemment, il y a des glaciers, il y a des crêperies, il y a des magasins qui proposent des tonnes de souvenirs. Les tentations sont nombreuses. Et même nous, en général, en tant qu'adultes, c'est vraiment le moment de l'année où on se lâche un petit peu plus, où on se laisse aller à la tentation, au petit plaisir, parce que les tentations sont partout. Pour votre enfant, c'est la même chose. Lui, en vacances, il est dans une espèce de Disneyland, en fait, avec des bonbons par-ci, des friandises par-là, des jouets. Il y en a partout. Et donc, il va être tenté. Et votre enfant, son cerveau, donc, je le disais tout à l'heure, est en cours de développement. Ça veut dire qu'il a beaucoup de mal à gérer ses émotions. Il ne peut pas, il n'en a pas la capacité physiologique. La partie du cerveau, le néocortex, qui l'aide à réguler ses émotions, n'est pas encore formée, n'est pas encore développée. Elle se formera, elle aura terminé sa maturation dans les 25 à 30 ans. Donc, vous voyez, il y a encore le temps. Donc, quand ils sont à un très jeune âge, la frustration est très compliquée à gérer. Il ne peut pas le faire tout seul. Donc, lorsque les tentations sont plus nombreuses, alors les frustrations sont plus nombreuses. Il va peut-être vous demander des choses, mais vous ne pouvez pas accéder à toutes ces demandes, c'est évident. Donc, lorsqu'il entend un non, de plus en plus souvent, ça devient encore plus compliqué à gérer. Peut-être qu'il ne vous fera pas ces demandes, mais peut-être qu'il les gardera en lui en se disant oh, « j'aimerais bien avoir ça, oh, j'aimerais bien goûter ceci, j'aimerais bien goûter cela ». Et en fait, cette gestion de la frustration très, très compliquée pour lui, de nouveau, va faire effet marmite, ce qui va créer à un moment donné des possibilités de crise parce que ça bouillonne un petit peu trop. Donc voilà une autre raison pendant les vacances qui peut expliquer ces crises. On peut avoir tendance à dire avec tout ce que tu as, avec tout ce que je t'offre, avec toutes les opportunités que tu as, comment c'est possible que tu puisses encore vouloir quelque chose d'autre? Mais encore une fois, c'est humain et votre enfant n'a pas encore la maturité pour pouvoir gérer ces émotions-là. Une autre raison, alors là, c'est à l'inverse de la première raison, donc à l'inverse de l'hyperstimulation. Si vous êtes plutôt de la team détente, on reste à la maison et on allège l'emploi du temps au maximum pour apprendre à prendre son temps, alors il faut veiller à ce moment-là si votre enfant a
tout ce qu'il faut pour évacuer l'énergie qu'il a en lui et les tensions possibles. On peut parler parfois de sous-stimulation, c'est-à-dire que lorsque l'enfant n'a pas l'opportunité de se dépenser suffisamment et de découvrir des choses nouvelles, de tester des nouvelles expériences, alors il va être en sous-stimulation. Et la sous-stimulation est aussi nocive que l'hyperstimulation en fait. Donc il faut bien veiller à ceci, à vraiment se rendre compte si l'enfant est sous-stimulé ou surstimulé, si ses besoins à ce niveau-là sont satisfaits. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous demander si vous, alors j'ai une nouvelle petite question, si vous, là, dans les personnes à ce webinaire actuellement, si vous êtes plutôt de l'équipe de la team activité à gogo ou si vous êtes plutôt de la team détente, on prend son temps. Ou alors, si vous arrivez à faire un mix des deux. Je vous ai envoyé la question, ça m'intéresse de voir un petit peu de quoi sont constituées vos vacances. D'accord, on a beaucoup d'un mix des deux et on a aussi là plutôt de la détente. Super. Très bien. Alors, une quatrième raison va être la routine qui est modifiée. Alors ça, c'est bien normal et c'est même d'ailleurs le plaisir numéro 1 des vacances. On éteint les réveils, on est plus léger, on est moins rigide dans les horaires du repas, dans les horaires du coucher, on se détend. Cela dit, en fait, la routine modifiée a un effet. Elle a tendance à, en fait, créer du stress sur le corps. Tout simplement parce que là encore, c'est une nouveauté. Tout ce qui est nouveau crée un réajustement. Et ce réajustement peut être compliqué à gérer, créer une sensibilité. Chez nous, les adultes, ça en crée de toute façon, mais chez l'enfant, c'est encore plus compliqué à gérer. Il est encore plus sensible à ces changements de routine. Et donc, même si c'est quelque chose qu'il apprécie, son corps, lui, va mettre un petit peu de temps à s'adapter, à se réajuster. Donc, il est important de prendre conscience aussi de ça. Une routine qui se modifie, oui, mais essayer de garder des repères, de ne pas modifier la routine trop souvent pour que justement le corps de votre enfant puisse s'ajuster assez bien en fait, pour éviter ces crises en fait. Une autre raison, alors là, c'est une raison à laquelle on peut penser un peu plus souvent, mais parfois, en fait, on ne réalise pas forcément. Et j'ai une amie qui, très récemment, m'a dit, donc sa fille a 6 ans, et elle a accès à l'iPad d'habitude environ 20 minutes. Et là, elle ne s'est pas rendue compte. Et la dernière fois, elle m'expliquait qu'elle venait de réaliser que sa fille, en fait, avait eu 1h30, pas loin de 2 heures même. Et en fait, on ne réalise pas parce qu'entre le temps des transports, entre les temps d'attente, lorsqu'on va au musée, lorsqu'on va au restaurant ou lorsqu'on veut aussi du calme, on a tendance à assouplir en fait cet accès aux écrans. Encore une fois, c'est aussi normal, ça fait partie des vacances. Cela dit, il faut faire attention parce que trop d'écran va créer évidemment de la fatigue mentale sur les enfants, de la fatigue oculaire et va avoir un impact sur la qualité de leur sommeil, sur la qualité de l'endormissement. Il faut faire attention de nouveau à ne pas donner l'iPad dès le lever ou au moment du coucher. Ce sont des règles qui sont à conserver, y compris en vacances, même si c'est un petit peu plus souple pendant les vacances. Une 6e raison concerne le besoin d'attention. Pendant les vacances, on passe plus de temps avec les enfants. C'est normal, on prend les vacances au même moment, on va passer du temps de qualité, etc. Mais c'est là que je veux éveiller votre attention. La présence ne signifie pas forcément temps de qualité. On peut tout à fait être présent, être là, à côté de son enfant, sans forcément satisfaire son besoin d'attention. Votre enfant, lui, il attendait ses vacances avec grande impatience. Il attendait ses vacances pour se reposer, pour faire des activités, pour partir en vacances, mais pas que. Également pour passer du temps avec vous, avec ses parents. Et moi, j'avais des élèves, par exemple, qui me disaient la veille de vacances, mais Anne-Margrethe, il me tarde tellement d'être en vacances. Et donc, je disais, mais tu pars quelque part? Où est-ce que tu pars? Il me disait, non, mais je vais pouvoir jouer avec papa et maman.
Et c'est quelque chose qu'ils verbalisaient, qu'ils exprimaient. Ils attendaient ce moment avec impatience, en fait, de pouvoir profiter de vous. Et parfois, lorsqu'on part, on se dit qu'en fait, ce besoin est satisfait parce qu'on est ensemble, mais pas forcément. On y reviendra un petit peu plus tard sur les astuces justement pour éviter les crises. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel éveiller son attention. Alors la septième concerne les cahiers de vacances. Alors là, je crois qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont encore jeunes pour les cahiers de vacances. J'ai seulement une réponse concernant les cahiers de vacances, enfin concernant à partir de 8 ans. Donc cette personne qui a un enfant entre 8 et 10 ans, est-ce que vous utilisez les cahiers de vacances ou pas du tout? Comme ça, si vous n'utilisez pas les cahiers de vacances, je ne passe pas forcément beaucoup de temps dessus. Alors, tac, tac, tac. Et temps normal. Ah, je vois, d'accord. Très bien. Donc, Héloïse en a un cette année, d'accord. Donc, juste les cahiers de vacances, c'est quelque chose qui peut être formidable pour certains enfants parce que déjà, ça permet de pratiquer un petit peu ce qui a été fait pendant l'année, de conserver des connaissances. Lorsque l'enfant est volontaire pour les faire, c'est absolument fabuleux. Lorsqu'il n'est pas volontaire pour les faire, il faut faire très, très attention parce que les vacances sont nécessaires pour lui, sont nécessaires aussi pour le cerveau, en fait, qui a besoin de ce temps de détente absolue. Et je vous le dis vraiment d'un point de vue professionnel, du point de vue d'une enseignante, lorsque l'enfant n'est pas forcément volontaire pour faire les cahiers de vacances, alors on va créer encore plus de résistance face aux apprentissages. Les difficultés qu'il peut rencontrer pendant le temps scolaire à l'école vont se renforcer, vont se développer davantage pendant les vacances et le retour à l'école n'en sera pas plus facile en fait. Donc vraiment de faire attention aux cahiers de vacances lorsqu'ils sont acceptés et appréciés, pas de problème, mais on verra plus tard qu'il y a d'autres moyens justement de maintenir un petit peu les compétences académiques sans forcément passer par le cahier de vacances de manière formelle si l'enfant n'en a pas forcément envie. Alors voilà, maintenant on va voir, on a vu les 7 raisons qui peuvent participer à des crises. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres, mais j'ai voulu focaliser sur celles que je trouvais les plus communes en fait aux familles avec lesquelles je travaille. Donc maintenant, comment anticiper ces crises? Donc là, les astuces que je vais vous donner, elles sont vraiment à placer en amont. Et avant de vous les présenter, je voudrais déjà que vous gardiez bien en tête que la bienveillance et que la patience, c'est déjà à vous qu'il faut vous l'offrir. Donc, encore une fois, ne culpabilisez pas quand parfois vous traversez des difficultés, quand parfois le temps que vous passez avec vos enfants, vous ne l'appréciez pas forcément parce que c'est tendu, parce qu'il y a des tensions, etc. Offrez-vous cette patience, offrez-vous cette bienveillance pour pouvoir l'offrir dans un second temps à votre enfant. Donc, on va voir les 6 clés. La première clé, donc il s'agit de rééquilibrer le programme de vos journées. Donc, dans ce que vous m'avez partagé dans le questionnaire tout à l'heure, il y en a beaucoup qui sont déjà dans un mix des deux, donc c'est super. Il s'agit bien sûr donc de prendre du recul en fait sur vos journées. À un moment donné, de prendre un petit peu de distance pour observer les journées qui se passent dans vos vacances, pour vérifier s'il y a bien des temps calmes, s'il y a suffisamment de stimulation. Et pour cela, n'hésitez pas d'en parler à votre enfant, à vos enfants, à votre famille en fait. En fait, il ne s'agit pas de prendre la pleine responsabilité de l'organisation des vacances vous-même, mais bien d'y inclure votre enfant. Ça va lui donner le sens des responsabilités, ça va lui donner plus d'autonomie également et ça va lui donner cette sensation qu'il a lui aussi son mot à dire en fait, que son avis compte, que ses besoins sont pris en considération. Donc, n'hésitez pas régulièrement de faire un petit peu le point avec lui pour savoir s'il passe de bonnes vacances, pour savoir s'il fait suffisamment d'activités à son goût, pour savoir s'il se repose suffisamment. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai un petit exemple d'une de mes élèves qui me disait, quand je lui demandais si tout se passait bien à la maison, elle me disait oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je lui disais, ah bon, c'est un problème ça d'avoir toujours quelque chose à faire, qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, en fait, des fois, je voudrais juste rien faire. Je lui disais, alors, qu'est-ce que tu veux dire par rien faire?
Il me dit: «Juste rien en fait, je suis sur mon lit ou dans ma chambre, juste je regarde mes jouets, je lis un livre, j'écoute de la musique, juste je veux rien faire en fait». Et en fait, c'est absolument merveilleux de voir à quel point les enfants sont capables d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leurs ressentis et eux-mêmes, en fait, de verbaliser quand il y a quelque chose qui pourrait être rééquilibré. Donc, n'hésitez pas à en parler avec lui. Et également, en fin de journée, ah ben tiens, on va préparer un petit peu le lendemain, tu as envie de quoi? Est-ce que tu sens un petit peu plus d'énergie? Est-ce que demain, tu as envie qu'on fasse un petit peu plus de choses? N'hésitez pas à en parler pour réajuster ceci. Vous montrez à votre enfant que son opinion compte, que ses envies comptent. Et je voudrais aussi vous partager le fils d'une amie qui, très récemment, a en fait craqué auprès de sa maman parce qu'elle avait prévu des activités fabuleuses. Le parc aquatique un jour, le cinéma le lendemain. Elle avait prévu plein d'activités. Et en fait, il a craqué, il a explosé à un moment donné, il s'est mis à pleurer. Et il a dit, mais en fait, moi, je veux juste rester à la maison. Parce que quand je suis à l'école, donc il a 8 ans, quand je vais à l'école, j'ai pas le temps en fait de jouer avec tous mes jouets. Parce que quand je rentre à la maison, il faut faire les devoirs et puis ensuite il faut manger, etc. Donc je joue avec quelques-uns de mes jouets, mais pas tous. Et il y a des jeux de société qui prennent beaucoup de temps. Et ben là, j'ai pas le temps en fait. Donc moi, je voudrais juste rester à la maison et juste jouer avec mes jouets. Donc là, bon, il l'a exprimé sous forme un petit peu virulente parce qu'il avait une explosion, mais il est possible d'anticiper ça en parlant encore une fois. Donc faites confiance à vos enfants et créez cette communication. Du temps de qualité. Donc là, j'en parlais tout à l'heure sur la différence entre la présence et le temps de qualité à passer avec votre enfant. Donc pour ça, n'hésitez pas à programmer des moments en fait en seul à seul, vous avec votre enfant, et puis tous ensemble aussi, en famille. Et on va s'éloigner de toutes les distractions. On va éteindre les téléphones, on va éteindre l'ordinateur, on va éteindre la tablette, on va éteindre tout ça. Et on va vraiment passer du temps à jouer, à créer un herbier, à aller se balader, à discuter, à lire un livre, à fabriquer une chasse au trésor. On va jouer un jeu de société. On va vraiment créer un temps de qualité où vous allez être complètement disponible pour votre enfant. Ça peut être 20 minutes, ça peut être 2 heures, ça peut être une matinée ou une après-midi entière. Le temps que vous allez passer n'a pas tant d'importance que ça. Ce qui est important, c'est d'y consacrer un certain créneau chaque jour. Votre enfant vous en sera très reconnaissant et vous allez remplir sa réserve en fait de besoin d'attention. Donc là, c'est quelque chose de très précieux et essentiel à faire avec votre enfant. Donc là aussi, ça peut être des activités calmes. On peut seulement aller se poser dans le hamac, faire une petite sieste ensemble. On peut faire des activités ludiques, des activités découvertes. On peut organiser un pique-nique à la maison, un pique-nique à l'extérieur. On fait les choses ensemble. Ou même, ça peut être juste cuisiner ensemble. Et ce temps de qualité, là j'en reviens aussi à la bienveillance envers vous-même, ce temps de qualité, vous allez pouvoir l'offrir à votre enfant quand vous-même, vous allez vous accorder ce qu'on appelle du me time. Alors c'est une expression anglo-saxonne, donc c'est du temps pour vous, du temps que vous allez vous offrir à vous. Alors je sais que les journées sont bien remplies et certains d'entre vous vont dire qu'en fait c'est compliqué de se trouver un moment, c'est sûr, c'est compliqué, mais faites-en une priorité. Si vous ne prenez pas soin de vous, il va être très compliqué par la suite de prendre soin de votre enfant, de votre famille. Donc même s'il s'agit de 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, voyez ce qu'il est possible de faire dans la journée, mais prévoyez du temps juste à aller vous balader, à lire un livre, à faire une petite méditation, à faire une activité que vous aimez, à peindre. Peu importe ce que c'est, mais c'est un temps qui est fait pour vous, votre moment bulle. Et n'hésitez pas à vous tourner vers les personnes ressources. Et là aussi, je voudrais vous partager quelque chose qui m'est arrivé récemment avec une amie, en fait, qui était en vacances depuis 2 semaines avec son fils et son mari n'était pas là. Elle était toute seule à gérer son enfant de 3 ans. Et puis, à un moment donné, donc on était ensemble, on était un groupe d'amis et puis on avait prévu d'aller faire une visite, en fait, dans un village. Et à ce moment-là, elle avait prévu d'emmener son fils. Et bien en fait, non. À ce moment-là, certaines d'entre nous se sont regroupées pour dire: «Nous, on va s'occuper de ton fils et toi, tu y vas. Ça fait 2 semaines que tu es constamment avec ton enfant, tu penses à toi, tu vas passer du temps avec les amis, tu vas te prendre une glace, tu vas te détendre, tu rigoles, tu marches au rythme qui te correspond, mais tu penses à toi». Elle culpabilisait un petit peu, mais en fait,
une fois que c'est fait, ben, elle a pu vraiment profiter de son moment. Alors, ça a été difficile pendant 5 minutes pour son fils parce il avait développé une forte dépendance, une très grosse connexion avec sa maman avec qui il avait passé déjà 2 semaines en seul à seul. Mais ensuite, après les 5 minutes, même pour l'enfant, ça fait du bien parce qu'en fait, il découvre d'autres personnes, il fait d'autres activités, il apprend à gagner aussi en autonomie, en fait. Donc, n'hésitez pas à demander. Certains d'entre vous auront peut-être peur de demander, n'oseront pas, mais vraiment, n'hésitez pas. C'est un plaisir pour les personnes ressources et c'est un plaisir pour votre enfant et ça en sera un pour vous-même aussi. La quatrième clé va être bien sûr d'essayer dans la mesure du possible de maintenir des heures de sommeil et de repas réguliers en fait, des horaires réguliers. Là encore, parfois c'est possible, parfois c'est pas possible. Quand on a une visite d'un musée qui traîne, on n'a pas le temps de faire la sieste, alors à ce moment-là, ben, on va pas pouvoir, mais essayer de prévoir peut-être un temps calme, un moment où on va aller s'allonger dans un parc, un moment où on va aller se poser un petit peu pour maintenir en fait ces rythmes-là. Pour les repas, c'est pareil. Essayez vraiment de maintenir le rythme habituel pour éviter de créer ce stress sur le corps de vos enfants. L'attente est souvent responsable de beaucoup de frustration chez l'enfant. Les enfants ont un certain temps de concentration, ont un certain degré de patience face à l'attente et au-delà de ça, ça commence à s'agiter. Donc, comment faire quand parfois vous êtes dans la file d'attente pour aller au musée ou vous êtes au restaurant? Eh bien, essayez de prévoir une chemise en fait avec des activités à l'intérieur, des coloriages, des labyrinthes, le jeu des différences, des coloriages magiques, des mandalas. Et vous pouvez aussi trouver par exemple dans les bureaux de presse des petits magazines dans lesquels il y a des histoires, il y a plein de petites activités comme ça. Dans la chemise, vous prévoyez quelques crayons, quelques feutres, mais que tout ça ce soit toujours avec vous pour éviter les écrans au maximum et que votre enfant puisse aussi avoir du plaisir à faire quelque chose à ce moment-là. Et puis, il y a aussi les jeux sans matériel, en fait. N'hésitez pas à jouer au jeu du Jacques a dit. Jacques a dit, lève-toi. Jacques a dit, touche le nez. Ah ben non, j'ai pas dit, a dit. Donc, ça aussi, c'est du temps de qualité que vous allez passer avec votre enfant et il va s'amuser pendant ce temps-là. Il y a le cherche et trouve. Par exemple, regarde autour de toi et tu dois chercher 5 objets rouges pendant un certain laps de temps et on met le chronomètre, on met 30 secondes par exemple. Ensuite, il doit les lister. Il y a le devine à quoi je pense. Il doit poser des questions. Est-ce que tu penses à un animal? Est-ce qu'il est gris? Est-ce qu'il vit dans l'eau? Est-ce qu'il vit dans les arbres? Etc. On a le jeu du ni oui ni non ou encore le jeu du marché. Alors ça, j'adore parce que le jeu du marché, ça permet aussi de travailler la concentration, la mémoire. Donc ça va être, je ne sais pas si certains connaissent, mais dans le jeu du marché, je pars faire mon marché, je prends mon panier. Dans mon panier, je mets un chou-fleur. Et ensuite, c'est à votre enfant. Dans mon panier, je mets un chou-fleur et une tomate. Ensuite, c'est à vous. Dans mon panier, je mets un chou-fleur, une tomate, une cerise. Et en fait, on continue au fur et à mesure. La liste évidemment, grandit et ça devient de plus en plus compliqué. Mais voilà, pensez à ces jeux qui ne nécessitent rien du tout et en fait, qui vous rendent disponible à votre enfant et qui lui permettent de passer ce temps plus agréablement. Concernant les devoirs de vacances, donc rapidement sur ça, puisque ça ne concerne pas beaucoup de monde, mais je vais quand même en toucher 2 mots pour Dorothée. Donc là aussi, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment à adapter au cas par cas. Si votre enfant est réticent aux devoirs de vacances, essayez peut-être d'être avec lui au cahier de vacances. Vous pouvez le faire avec lui. Peut-être qu'avec, encore une fois, en passant du temps de qualité, votre enfant prendra plaisir en fait. Il n'aura plus forcément de réticence à faire ça. Mais sinon, il y a plein d'autres options pour travailler les compétences qui sont étudiées en classe. Il y a les jeux de cartes, il y a le jeu du Monopoly Junior. On peut aussi confier de l'argent à votre enfant. En fait, par exemple, on va aller acheter du pain, on va aller acheter un peu de chocolat au magasin. Allez, je t'ouvre le porte-monnaie. De quoi tu vas avoir besoin? Ou je te donne ceci. D'après toi, est-ce que tu as suffisamment? On peut créer un journal de vacances, donc imprimer des photos. Vous pouvez facilement imprimer des photos si vous n'avez pas d'imprimante à la maison. Dans les centres commerciaux comme Leclerc, ils ont des choses des machines en fait qui impriment en l'espace d'1 minute et créer un petit journal de vacances. Et là, en fait, votre enfant peut écrire des petits mots ou peut écrire une petite phrase pour légender chaque photo. Ça lui fait travailler l'écriture, ça lui fait travailler la lecture aussi. N'hésitez pas à créer un herbier.
Pendant les balades, on ramasse en fait les plantes qui sont au sol, les feuilles, on va les coller dans un petit journal et en dessous, on va écrire le nom de l'arbre, par exemple. Ah ben là, c'est une feuille de chêne. Là, c'est une feuille de platane, peu importe. Donc, n'hésitez pas, là aussi, ça permet de travailler la curiosité, ce qu'on appelle donc une matière de la découverte du monde à l'école et l'écriture, encore une fois. Vous pouvez écrire une carte postale aux parents, vous pouvez jouer au pendu, écrire la liste des courses, vous pouvez jouer au memory. Voilà, il y a plein de petites choses pour pouvoir aider votre enfant à travailler tout ça. Alors maintenant, que faire en fait quand la frustration est là? Alors si vous avez des petites remarques concernant la partie précédente sur les astuces à faire en amont, n'hésitez pas, sinon on reviendra dessus pendant la section des questions-réponses. Mais alors là, que faire en fait quand la frustration est déjà là et votre enfant se met en larmes, c'est la crise, c'est l'explosion. Alors dans cette section, je vais vous partager des documents que vous pourrez imprimer, que vous pourrez utiliser avec votre enfant lors de ces moments-là. Alors la première clé là, ça va vraiment être d'aider votre enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Donc là, l'idée, ça va être d'éviter au maximum de culpabiliser ou d'étouffer l'émotion de votre enfant. Donc lorsqu'on fait des remarques comme mais c'est pas possible, tu sais combien d'enfants aimeraient être là à ta place, tu sais à quel point tu as de la chance, mais comment tu peux te plaindre encore avec tout ce que tu fais? En faisant ça, on crée de la culpabilité chez l'enfant sans s'en rendre compte. Et cette culpabilité, en fait, va le refermer complètement. Il va ressentir de la honte, certainement, à l'idée, en fait, d'avoir ressenti cette frustration, cette colère. Il va se fermer et vous allez avoir l'impression, en fait, que c'est bon, maintenant, il n'est plus en colère, mais il n'en est rien. C'est juste qu'en fait, il s'est refermé et il garde ça à l'intérieur de lui. Et ça fait effet cocotte minute. Ça va grandir, parce que votre enfant n'a pas encore la capacité physiologique de gérer cette frustration. Donc, il va s'agir, en fait, de l'aider à mettre des mots sur ce qu'il ressent, là d'écrire un maximum. Là, je vois que tes poings se serrent. Là, je vois que tes sourcils se froncent. J'ai l'impression que tu ressens de la colère. Est-ce que c'est ça? Où se situe ta colère? Est-ce qu'elle est dans ton ventre? Est-ce qu'elle est dans ton cœur? Est-ce que c'est une petite colère, une moyenne ou une grande colère? N'hésitez pas en fait à l'aider à verbaliser ça au maximum. Donnez-lui les mots. Alors pour les plus jeunes, j'ai vu qu'il y avait des enfants qui avaient même 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Pour les plus jeunes, en fait, il va être dans l'écoute. Peut-être qu'il va dire oui ou non quand vous allez décrire les sensations physiques, mais il ne sera pas capable de nommer lui l'émotion parce qu'il n'a pas encore le vocabulaire. Donc, votre participation, votre accompagnement à ce moment-là est clé pour plus tard. Donc, nommez un maximum, décrivez le plus possible en expliquant que vous comprenez. Par exemple, s'il se met à pleurer parce qu'il n'a qu'une boule de glace au lieu de 2, ben, je comprends, t'es déçu en fait. T'en voulais 2, ça se comprend quand on est déçu, on a envie de pleurer parfois, on a envie de s'énerver. Est-ce que c'est de la frustration que tu reprends? Est-ce qu'elle a une couleur, cette frustration? Montrez à votre enfant que vous légitimez en fait cette émotion, que vous la comprenez. Il ne s'agit pas, attention, de céder. Ce n'est pas parce que vous accueillez l'émotion de votre enfant, que vous le comprenez, que ça veut dire que vous allez céder à sa demande. Vous êtes les responsables des décisions en fait, qui sont bonnes pour votre enfant. Donc, accueillir l'émotion ne veut pas dire céder, mais par contre, c'est faire de la place à l'expression de celle-ci. Ne minimisez pas ce qu'il ressent, c'est-à-dire ne dites pas non mais là c'est vraiment rien, allez ça va aller, ça va passer. On a envie de dire ça parce que parfois c'est pas grand-chose, mais encore une fois, de minimiser à ce moment-là va vous créer plus de complications par la suite. Donc essayez vraiment d'aider votre enfant à l'exprimer le plus possible jusqu'à ce qu'en fait il se sente entendu, compris. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce de rencontre qui s'est faite entre vous et votre enfant. Donc, restez présent. Certains enfants, pendant un moment de frustration, vont avoir même besoin d'être pris dans les bras. Certains enfants, pas du tout. À certains moments, ils n'auront pas du tout envie. Au contraire, ça risque d'être plus violent qu'autre chose. Donc, posez-lui la question. Est-ce que là, ça te ferait du bien que je te prenne dans les bras? Est-ce que ça te ferait du bien que je te fasse un bisou? Est-ce que ça te ferait du bien que je vienne m'asseoir à côté de toi? N'hésitez pas à lui demander. Votre enfant saura vous répondre. Respectez son choix à ce moment-là tout en lui expliquant que vous êtes avec lui, que vous restez présent et disponible. La deuxième astuce, la deuxième clé quand votre enfant ressent de la frustration,
c'est de lui offrir des choix. Donc là, on n'est pas forcément dans la crise, mais on est dans l'expression d'une frustration. Le choix, en fait, l'expression du choix est essentielle pour votre enfant. Votre enfant a besoin de gagner en autonomie, en expression de soi. Il a besoin de voir, en fait, que son avis compte. Donc, le choix va lui offrir tout ça, développer sa confiance en soi, développer son autonomie, et il va se sentir faire vraiment partie de la famille, compter pour vous et pour la famille entière. Donc, par exemple, quand on va au magasin et que là, votre enfant, il va acheter un paquet de bonbons, mais non, là, vous mettez la limite parce qu'on ne va pas racheter ça. Il y a déjà eu suffisamment de sucre et qu'il commence à râler. Expliquez-lui que déjà, vous comprenez. Et ensuite, donnez-lui un choix. Vous lui dites, voilà, on ne va pas acheter ce paquet de bonbons, mais par contre, je me souviens qu'on n'a plus beaucoup de céréales pour le matin. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que ça te dit de choisir les céréales qu'on va prendre maintenant? Est-ce que ça te ferait plaisir de faire quelque chose comme ça? Est-ce que tu voudrais me donner ton avis? Et pareil pour les repas, en fait. N'hésitez pas à créer des menus, à créer avec votre enfant des idées, en fait, de repas pour ensuite, quand on va au magasin, eh ben, on a déjà tout ce qu'il faut pour mettre en place ce que vous avez décidé ensemble. Impliquez le plus possible votre enfant, donnez-lui des choix pour qu'il ait une sensation de contrôle. Il a besoin de développer son contrôle pour grandir. La troisième astuce va être d'utiliser le jeu. Un enfant apprend et agit en s'amusant. Le jeu est vecteur d'absolument tout dans l'enfance, en fait. Donc là aussi, quand on sent que l'enfant va être un petit peu réticent à certaines choses, alors on va mettre le paquet pour transformer ça en quelque chose de ludique. Donc par exemple, quand il ne veut pas s'habiller parce que ben, voilà, il a envie de rester en pyjama, il n'a vraiment pas envie, alors on va faire une chasse aux vêtements. Vous allez répartir les vêtements un petit peu partout dans la pièce ou même dans la maison si vous avez un petit peu de temps. On va accrocher des chaussettes sur la télé, on va mettre le slip sur le canapé, on va mettre un t-shirt sur la poignée d'une chambre et à ce moment-là, on va dire, bon ben voilà, là, tu as 5 minutes, je mets le chronomètre, on va même mettre de la musique pour rendre ça un petit peu plus dynamique. Tu as 5 minutes pour trouver tous les vêtements que j'ai répartis partout dans la maison. Attention, top chrono. Et là, je peux vous garantir que votre enfant, il va vous suivre parce que c'est fun, parce que c'est dynamique, parce que c'est encore une fois un moment de qualité. Il ne se retrouve pas tout seul à faire une tâche qu'il trouve rébarbative, mais il est avec vous et il y a de la magie qui est créée à ce moment-là. Pareil pour sortir de la piscine. Il y a des enfants qui vont râler, non, c'est pas le moment, mais sauf que il est temps d'aller manger, là, il est l'heure d'y aller. Eh bien, inventez une danse. On va faire une danse disco, on va faire une chorégraphie. Les deux parents s'y mettent, on met de la musique et vous demandez à votre enfant de se joindre à vous pour aller faire cette danse. Et puis, on va la faire à chaque fois qu'on a des petits moments de transition comme ça, en fait. Et puis, on peut en inventer des nouvelles. On peut aussi faire le cache-cache des jouets. Alors là, c'est quand votre enfant, par exemple, n'a pas envie de ranger. Alors là, on va dire, bon, ok, tu sais quoi? Tu vas fermer tes yeux et je vais cacher, tu vas compter jusqu'à 10 et moi, je vais cacher 3 jouets. D'accord? Et puis, on va les mettre dans le panier à jouer ou dans la boîte à jouer. Évidemment, on en profite pour ranger. Tu vas devoir trouver ce que j'ai mis dans la boîte à jouer. Il va ouvrir les yeux. Ah, tu as rangé la poupée, tu as rangé le camion, tu as rangé le doudou. Ok, maintenant, c'est à toi. Je ferme les yeux et c'est toi qui vas aller ranger. Voilà. Rendez un maximum ces moments qui sont pas forcément agréables, ludiques, en fait. Pareil, faites parler la fourchette, faites parler sa brosse à dents au moment du lavage de dents. Allez-y de bon cœur, en fait. Amusez-vous avec lui. La quatrième clé, ça va bien sûr être la régulation des émotions. Donc, on a vu tout à l'heure que les enfants n'ont pas encore cette capacité à réguler leurs émotions tout seuls. Leur cerveau n'est pas encore suffisamment développé pour leur donner cette possibilité, en fait. Mais il a besoin de vous parce que ça s'apprend, ça. Donc, l'idée, c'est pas juste de laisser la crise exploser ou la frustration entraîner plein de râleries, mais il va falloir l'aider, l'accompagner pour lui montrer comment faire. Cette régulation des émotions, elle s'apprend. Et il a besoin de vous pour ça. Et pour ça, on va s'entraîner tous les jours. Même quand tout va bien, on va s'entraîner, on va reparler à un moment donné, quand il a ressenti une frustration, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Et on va apprendre des méthodes de respiration, par exemple. Alors là, je vais vous en partager une avec un document que j'appelle la respiration de la montagne. Vous pouvez la télécharger, vous allez la voir sur le côté. Donc, en fait, la respiration de la montagne, je vais vous la montrer aussi à l'écran.
hop, elle est ici. Donc, en fait, on va utiliser la main. Et la respiration de la montagne, on va grimper la montagne et on va redescendre la montagne. À chaque fois qu'on grimpe la montagne, on inspire par le nez. Et quand on descend la montagne, on expire par le nez. Et on continue comme ça. Donc, une manière très imagée pour les aider, en fait, pour aider les enfants à reprendre un petit peu, retrouver un petit peu leur calme, reprendre leurs esprits quand à un moment donné, il y a une frustration, il y a une petite angoisse qui monte. Donc, n'hésitez pas à imprimer ce document et à l'accrocher, vous entraîner avec votre enfant à ce niveau-là, parce que ça l'aidera dans les moments où il en aura besoin. On peut profiter des vacances pour faire une initiation à la méditation. Là, vous pouvez trouver des exemples en ligne sur YouTube ou des choses vraiment audio et ça peut être de la méditation, mais ça peut être aussi de la relaxation. C'est vraiment, plus votre enfant sera initié à ce genre de technique et plus il développera de sérénité en lui et plus quand il en aura besoin, il repensera à ceci pour le mettre en place. Je vais vous partager également le thermomètre de la colère. Alors là, il s'agit, je vais vous le partager à télécharger aussi de votre côté. Ici, il s'agit en fait d'apprendre à exprimer les émotions. Donc, apprendre à exprimer sa frustration. Ce thermomètre de la colère est très, très, très utile. Moi, j'avais mes élèves qui l'utilisaient constamment. On avait ça en classe. Et donc, en fait, il va indiquer où il se situe. Est-ce qu'il en est au 1? Est-ce qu'il est agacé? Est-ce qu'il en est au 2, au 3, au 4 ou au 5? Alors là, en général, quand ils en sont au 5, il ne pourra même pas l'exprimer parce que ça explosera. En tout cas, pas quand il sera jeune. Et passer du temps à lire en fait les petites indications qui sont en face avec votre enfant pour qu'il puisse comprendre qu'une émotion, une sensation, un sentiment est vraiment connecté à des caractéristiques physiques en fait. Donc voilà pour ceci. Et je voulais également vous partager. Alors Dorothée explique, elle refuse catégoriquement quand elle est vraiment frustrée et c'est normal parce que quand l'émotion est trop intense, en fait, la régulation est trop difficile à faire. Mais surtout, ne vous découragez pas et continuez à le faire quand tout va bien ou quand il y a des petites frustrations parce qu'en fait, vous allez aider votre enfant à muscler en fait cette nouvelle manière de faire. Et sur le moment, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas forcément d'effet, mais c'est au fil du temps en fait. C'est vraiment la patience et la régularité qui sont les clés pour une réussite de la gestion des émotions. Donc surtout, n'hésitez pas à continuer à le pratiquer et à montrer à Héloïse également que vous-même vous le faites en fait. Donc par exemple, quand il y a une frustration qui commence à monter, ok, moi, je vais faire ça maintenant, je vais faire la respiration de la montagne ou alors exprimez-le, ou là, je suis à 4 sur le thermomètre de la colère. Plus vous le ferez et plus vous montrerez l'exemple à votre enfant. N'oubliez pas que les enfants n'apprennent pas majoritairement avec ce qu'ils entendent, mais avec ce qu'ils observent. Donc, s'ils vous observent utiliser ces choses-là, alors ils auront d'autant plus de tendance en fait à les utiliser quand ça sera plus gérable pour eux. La dernière chose que je voulais vous proposer, là, c'est quand l'enfant est parfois un petit peu violent, lorsqu'il y a une grosse crise, lorsqu'il y a une frustration. Sur le moment, comme je vous ai dit, ce ne sera pas possible de réguler ça. Mais c'est quand la crise est passée ou en amont, quand on en parle. Donc là, il y a des images, pardon, qui permettent de l'aider. Donc là, on va faire une liste de tout ce qu'on peut faire qui peut nous aider, qui peuvent nous aider en fait quand il y a une frustration qui est en train de monter. Donc on peut par exemple dessiner ce qu'on veut, on peut parler seul avec son papa ou sa maman, on peut avoir besoin d'un câlin, on peut pleurer, on peut crier fort dans le jardin, on peut dire ce qu'on ressent dans le corps, on peut demander de l'aide, on peut s'éloigner, on peut serrer fort un coussin, on peut respirer profondément. Et évidemment, vous avez aussi la version vierge dans laquelle en fait vous pouvez mettre vos techniques à vous en fait, ou laisser votre enfant justement vous exprimer ce que lui il aimerait aussi. Je vous le partage tout de suite comme ça, vous l'aurez également avec vous. C'est quelque chose qui pourra vous servir. Tac, 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 tac. Je reprends maintenant où j'en étais. En
Ensuite, en fait, ça va être, voilà, ça va être vous allez voir que petit à petit, votre enfant va vous suivre de temps en temps. Certaines fois, ça va marcher, certaines fois, ça va pas du tout marcher. Vous allez vous dire, mais est-ce que ça fonctionne, ça, vraiment, sur le long terme? La réponse est oui, en fait. Ça fonctionne sur le long terme à condition qu'il y ait vraiment un entraînement très régulier et qu'on parle des émotions de manière quasi quotidienne, en fait. Tout d'abord, il va falloir accepter que la frustration est essentielle. Ne voyez pas la frustration comme quelque chose de négatif, en fait, chez votre enfant. Elle est essentielle, elle fait partie des émotions de la vie qui sont utiles, en fait, pour pouvoir se rendre compte qu'un besoin n'est pas satisfait. Ce qui pose problème, c'est la gestion de cette frustration. C'est comment on la gère, à quel point on la contrôle ou on ne la contrôle pas. Mais la frustration en elle-même est extrêmement utile et elle permettra à votre enfant de pouvoir exprimer ses besoins. Plus tard, quand il sera à l'école, quand il sera au travail, quand il sera adulte, etc., un bon apprentissage de la gestion de la frustration aura un impact sur lui à vie. Et la famille est le camp d'entraînement le plus sécure et le plus précieux pour ça. Votre enfant est dans votre famille pour s'entraîner et pour apprendre à gérer ses émotions. Donc, voyez vraiment ça comme un petit camp d'entraînement et votre enfant est en train de muscler tout ça, en fait. Cette phase est évidemment temporaire. Votre enfant va apprendre à gérer ses émotions et quand les conditions sont idéales, à l'âge de 7 ans, qu'on appelle l'âge de raison, votre enfant pourra, en fait, son cerveau sera plus développé et pourra en fait réguler ses émotions de manière plus autonome. Il aura encore besoin de vous, évidemment, mais ça se fera de manière un petit peu plus fluide, un petit peu plus autonome. Mais il s'agit d'un entraînement de tous les jours. Et pour vous dire, dans ma classe, par exemple, c'est quelque chose qui se fait très, très rarement en France, hein, parce qu'on n'inclut pas forcément l'apprentissage des émotions ou des cours de bonheur, mais il y a des pays qui s'y sont mis, des pionniers, en fait, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Finlande, le Danemark, le Canada ou même l'Australie, ils ont vraiment réalisé à quel point il est nécessaire d'enseigner aux enfants les émotions. Ces pays-là ont mis en place ce qu'on appelle donc des cours de bonheur autour de l'empathie, des émotions, de la confiance en soi. Et c'est du tous les jours. Moi, dans ma classe, je faisais on parlait des émotions et on faisait des petits apprentissages au niveau des émotions absolument tous les jours. J'avais un petit garçon dans ma classe qui était donc en CE1 et qui avait extrêmement de mal avec la gestion de sa frustration. Il explosait, il était très, très sensible, c'était un hypersensible et à la maison comme à l'école, c'était compliqué. On en parlait constamment jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça porte ses fruits au bout de quelques semaines. Il est venu me voir, par exemple, je me souviendrai toujours de ce moment où il est venu me voir en me disant « Anne-Marette, tu sais, j'ai le lutin de la frustration parce que moi, dans mon enseignement, je fais une petite parenthèse, j'expliquais que les émotions sont comme des petits lutins en fait, qui s'endorment, qui se réveillent, qui vivent, qu'on peut apaiser, qui grandissent, parfois ils sont petits, moyens ou grands, et en fait ça rend le concept des émotions plus concret. Les enfants se rendent compte de ce qui se passe à l'intérieur, que les émotions vivent à l'intérieur d'eux. Donc en fait, il s'exprimait comme ça, il me dit, tu sais Anne-Marette, là le lutin de ma frustration, il est réveillé, il est à 4 et tu sais, j'ai vraiment besoin que donc sans nommer le prénom de sa copine, mais que ma copine m'écoute là, elle m'écoute pas et j'ai vraiment besoin de lui montrer quelque chose. Et en fait, il était capable de pouvoir et d'expliquer en fait son émotion, son besoin et tout ça sans s'énerver. Et il venait me demander de l'aide. Donc après, moi, j'intervenais pour aider sa copine à l'écouter et pour rentrer dans un compromis. Et la maman de ce petit garçon était venue me voir à la sortie des classes à un moment donné en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce que vous faites en classe, mais en tout cas, ce week-end, il est venu me voir en me disant qu'il avait le lutin de la tristesse en lui et qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait besoin que je l'aide à se sentir mieux. » Et ça, j'ai rien compris. Et en fait, ça m'a donné des idées tout ça parce que j'ai vu que ça fonctionnait avec tous les enfants, absolument tous. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce matériel-là, il faut que les parents en fait le découvrent. Il faut qu'ils sachent en fait comment mettre des mots, comment accompagner leurs enfants pour pouvoir mieux comprendre leurs émotions et mieux les gérer parce qu'il y a des techniques pour ceci. C'est ce qui m'a donc poussée à créer un programme clé en main à partir de toute cette expérience en fait pour les enfants. Alors ce programme, il est pour les enfants entre 3
et 8 ans, et en fait qui est vraiment un format vidéo. Ce sont des capsules vidéo qui sont de format court, entre 2 et 9 minutes, pour respecter le temps d'écran des enfants. Je ne recommande pas en dessous de 3 ans, parce que pour respecter justement ça, j'estime qu'avant 3 ans, c'est un petit peu tôt pour exposer les enfants aux écrans, mais entre 3 et 8 ans, les formats sont courts. Et en fait, dedans, j'ai mis sous format imagé, avec des effets visuels, tous les enseignements que j'utilisais dans mes classes et qui ont le mieux fonctionné en fait auprès de mes élèves. Donc en fait, ce programme s'appelle J'apprends mes émotions. Et dans ce programme, l'enfant apprend à reconnaître, nommer, identifier 14 émotions. Donc là, en fait, moi, je présente les émotions. Chaque émotion est un lutin. Il y a le lutin de la tristesse, il y a le lutin de la colère, le lutin de l'excitation, le lutin de la joie. Il y a 14 lutins et on apprend à les reconnaître, c'est-à-dire les caractéristiques physiques qui nous permettent de nommer une émotion. Et j'invite les enfants justement à se demander à quel moment est-ce qu'il a ressenti ceci, à quel moment il a ressenti cela. Le cours est très interactif. Dans ce cours, les enfants apprennent que les émotions sont utiles et qu'elles sont des messagères en fait. Derrière chaque émotion, il y a un besoin. Donc c'est là où par exemple mon petit élève était capable de me dire « je ressens de la frustration, j'ai besoin d'être écouté ». Dans ce programme, je guide aussi les enfants pour découvrir, pour apprendre des techniques pour gérer la frustration, pour gérer les colères avec des techniques très simples. Je passe plein de choses en revue. La boîte à colère, le coussin manche colère, je parle de l'anneau magique, je parle du thermomètre de la colère, plein de techniques différentes et l'enfant s'entraîne avec moi. Et on voit également des techniques pour apaiser les angoisses ou la tristesse ou la peur, comme des techniques de respiration et de méditation. Donc là aussi, votre enfant est guidé vraiment tout au long du programme. Donc là, vous avez des petits extraits. Donc là, sur la gauche, en fait, c'est le chef d'orchestre des émotions, parce que j'explique dans le programme aux enfants qu'en fait, on a beau ressentir des émotions et elles se réveillent sans qu'on ait le contrôle, mais par contre, c'est nous qui sommes responsables de les voir, de les écouter, de les exprimer. On reste le chef d'orchestre de nos émotions. Et sur la droite, en fait, c'est une mise en scène pour travailler la communication non violente, parce que dedans, je consacre une vidéo entière pour découvrir comment communiquer ses émotions et ses besoins respectueusement, de manière simple, en fait. La communication non violente ici, elle est décryptée très, très simplement pour aider justement les enfants à l'utiliser. Et dans ce programme, il y a également des bonus. Alors pour vous, une vidéo d'accompagnement en fait pour les parents, pour savoir comment accompagner les enfants au cours de ce programme en fait. Comment regarder, à quelle vitesse regarder les vidéos et que faire durant le programme. Il y a une dizaine d'activités et de posters qui sont à imprimer pour les enfants qui vont utiliser en fait et qui reprennent vraiment les techniques vues dans les vidéos. Il y a également 2 méditations audio exclusives pour votre enfant et même un diplôme de fin d'aventure, parce que c'est important de célébrer les nouvelles connaissances. Et surtout, c'est un accès à vie. Donc, c'est important aussi que les enfants puissent regarder plusieurs fois ces vidéos pour à chaque fois en récupérer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai eu plein de familles qui m'ont témoigné, que ce soit par email, que ce soit sur les réseaux sociaux, qui ont témoigné de l'achat de ces vidéos. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a déjà certains qui l'ont découvert, mais voilà, je vous partage ici quelques témoignages. Donc, à gauche, Valérie, maman de 2 filles qui ont 6 et 8 ans, Dan, papa d'un petit de 5 ans, mais il y a également des enfants de 3 ans et c'est allé même, j'ai une maman qui m'a témoigné de sa fille de 9 ans qui, elle, alors, sa fille est très sensible aussi à cet univers un peu magique, un peu fantasy, fantastique en fait, et elle a été très très réceptive à ces vidéos. Donc, c'est un cadeau pour vous et pour votre enfant, en fait, puisque ce programme vous permet de vous accompagner à vous pour trouver les mots afin de l'aider à mieux gérer ses émotions, pour développer son intelligence émotionnelle, parce que c'est quelque chose qui est crucial, qui est tellement précieux et qui lui permettra de devenir un adulte bien dans ses baskets, bien dans sa peau. Je vois que Rosanne a commencé à regarder les vidéos ce matin et Héloïse également. Ben, super, je suis hyper contente de ces retours. Donc oui, je disais que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose en fait qui est
reconnue comme importante, précieuse, mais qu'en France, on ne développe pas forcément, en tout cas pas au niveau scolaire, alors que certains pays ont déjà décidé de miser là-dessus. Donc ce programme participe à ça, vraiment à développer l'intelligence émotionnelle dès le plus jeune âge. C'est un programme qui lui servira pour sa vie d'enfant, à l'école, avec les copains, mais également dans sa future vie d'adulte. Alors, vous trouverez sur le site, je vais vous partager. Je vois que Corinne aussi suit le programme avec Lucie qui a 5 ans. Super. Et avec plaisir, je recevrai vos retours, vos emails. N'hésitez pas, j'ai quand même pas mal de parents qui m'ont communiqué par email des choses, qui me disent, enfin voilà, quelle vidéo leur enfant préfère ou autre. C'est avec grand plaisir que je recevrai vos retours en tout cas. Sur le site, vous allez trouver 15% de réduction pour les vacances en fait, parce que les vacances en plus sont un moment idéal pour pouvoir commencer cet enseignement parce qu'on a plus de temps. Vous pouvez prendre le temps vraiment de regarder ces vidéos avec votre enfant, de revenir dessus et de vous entraîner aux petites techniques. Et alors maintenant, je vous liste. Si vous avez besoin de m'envoyer un email, vous avez mon email ici, anne@aide-moi-à-grandir.com. Mon adresse, mon site internet sur lequel vous pouvez trouver plein de ressources à imprimer, à découvrir sur aide-moi-à-grandir.com. Ma chaîne YouTube, alors je vous partage ici ma nouvelle chaîne YouTube, celle qui est consacrée aux parents, aux enfants, c'est Maîtresse à Maillette sur Aide-moi à grandir. Et puis vous pouvez me retrouver également sur Facebook et Instagram.